On n'a pas peur d'aimer, on a peur d'être blessé à nouveau. Diane Poole-Heller dans The Power of Attachment. L'attachement évitant craintif est l'un des styles d'attachement les plus paradoxaux, les plus complexes et les plus douloureux à vivre au quotidien. Il combine la peur d'être abandonné avec la peur d'être envahi. C'est un aller-retour émotionnel constant, un va-et-vient entre désir de lien et besoin de fuite. Si tu te reconnais dans cette description, cette vidéo est faite pour toi. Ensemble, on va explorer les 10 signes profonds que tu as un attachement évitant craintif. Et surtout, on va les comprendre à la lumière des sciences affectives, de la psychologie du développement, de la neurobiologie interpersonnelle et de témoignages cliniques. Signe 1. Tu veux l'amour, mais tu sabotes systématiquement les relations. Quand l'amour est associé à la peur, le système nerveux s'emballe. Il devient presque impossible de rester dans la relation sans activer un mécanisme de fuite. Stan Tatkin dans The Wired for Love. Ce premier signe est central. Il révèle une contradiction interne entre les besoins d'attachement et les mécanismes de protection psychologique développés précocement. Tu veux l'amour, tu veux une relation stable, profonde, sincère, tu le dis, tu y crois, mais dès que la relation devient réelle, tangible, que l'autre commence à s'approcher émotionnellement, quelque chose en toi se fige, se tend, se referme, et tu sabotes. Ce sabotage peut être subtil ou flagrant. Il prend la forme d'un retrait émotionnel progressif, de critiques constantes qui diminuent l'autre, d'un repli dans le silence ou l'évitement physique, d'une recherche compulsive de défauts chez l'autre, ou d'un retour soudain vers l'indépendance. Ce que les neurosciences affectives nous enseignent, c'est que le système nerveux autonome encode les expériences relationnelles précoces. Si dans l'enfance, tes figures d'attachement étaient imprévisibles, invalidantes ou carrément dangereuses, ton cerveau a appris à se protéger par l'hypervigilance et le retrait. Le système limbique, en particulier l'amygdale, devient hypersensible aux signaux de proximité. Ce qui est censé être rassurant, la relation, la tendresse, l'intimité, devient perçu comme menaçant. Daniel Siegel parle de désintégration verticale. Les circuits émotionnels profonds du cerveau, limbique, tronc cérébral, entre en conflit avec les parties rationnelles, cortex préfrontal. Tu sais que tu veux aimer, mais ton corps dit le contraire. Exemple clinique. Une patiente suivie pour anxiété relationnelle exprimait souvent ce paradoxe. Je rêve de vivre un amour vrai, mais dès que je sens que je compte pour quelqu'un, j'ai envie de m'enfuir. Mon cœur bat trop vite, je n'arrive plus à respirer. C'est une réponse traumatique. Flight, fight ou freeze. En l'occurrence ici, le flight, la fuite. Ce sabotage n'est pas volontaire, c'est un mécanisme de défense archaïque enraciné dans la peur du rejet, mais aussi dans une absence de modèle sécure. Le problème, c'est qu'en fuyant l'intimité, tu réactives exactement ce que tu redoutes, l'isolement, la solitude, le sentiment d'être incompris. Signe 2, tu vis dans une double peur. Être abandonné et être envahi. Le désorganisé vit dans une impasse psychique. Il veut se rapprocher, mais s'il le fait, son système d'alarme s'active. Mary Main. Le style évitant craintif est aussi appelé attachement désorganisé. C'est un terme forgé par Mary Main et Judith Solomon dans les années 1980 à partir de leurs observations dans l'expérience de la Strange Situation. Les enfants désorganisés montraient des comportements conflictuels, incohérents, souvent marqués par une désorientation. Ils approchaient leur figure d'attachement, puis se fuyaient ou se dissociaient. À l'âge adulte, cela se traduit par cette double peur intense et permanente. D'un côté, la peur d'être abandonné, donc tu redoutes que l'autre parte, t'oublie, te trahisse. De l'autre, la peur d'être envahi. Tu crains que l'autre te contrôle, t'envahisse émotionnellement, te prive de ton autonomie. Ce dilemme provoque une immense détresse intérieure. Il t'empêche de te sentir en sécurité dans une relation, même quand l'autre est bienveillant. Tu veux te rapprocher, mais dès que la proximité devient réelle, ton corps entre en état d'alerte. D'un point de vue neuroscientifique, c'est le signe d'un système d'attachement désintégré. La mémoire implicite encode les relations précoces comme dangereuses. L'attachement est vécu comme source de douleur. L'amygdale est hyperactivée, le système sympathique s'emballe et le cortex préfrontal perd temporairement sa capacité à réguler les émotions.
Selon Alan Shore, expert en neuropsychologie développementale, chez les individus désorganisés, le cerveau droit, centre des émotions, de l'intuition et des relations, a été façonné dans un contexte de stress chronique. Résultat, ils n'ont jamais appris à réguler la proximité. Pour eux, le lien signifie à la fois besoin vital et menace potentielle. Exemple clinique, tu invites quelqu'un chez toi, tu passes une excellente soirée, tu sembles fluide, mais après le départ, tu es en panique, tu doutes. Ai-je été trop disponible, trop collant, trop faible ? Le lendemain, tu ressens le besoin de t'éloigner, tu mets de la distance. Puis, quand la personne s'éloigne à son tour, tu paniques à nouveau. Ce cycle s'auto-entretient. Ce va-et-vient n'est pas une simple instabilité émotionnelle, c'est une stratégie d'adaptation profondément ancrée, forgée dans un contexte relationnel incohérent. On parle parfois de double bind affectif. Tu es pris entre deux ordres contradictoires, deux impulsions contraires, et tu ne sais pas comment en sortir. Cette ambivalence peut provoquer des symptômes somatiques, tensions musculaires, insomnie, tachycardie, fatigue chronique. Le corps porte la trace de cette lutte permanente. Signe 3. Tu redoutes la dépendance affective, mais tu dépends secrètement de l'amour des autres. L'évitant craintif oscille entre un besoin d'autonomie extrême et une soif désespérée de reconnaissance affective. Johnny Webb dans Running on Empty. Ce signe est peut-être l'un des plus insidieux et le plus difficile à reconnaître en soi. En apparence, tu donnes l'image de quelqu'un d'indépendant, de fort, de libre. Tu te dis que tu n'as besoin de personne, que tu es bien seul. Tu proclames que l'amour, ce n'est pas pour toi. Et pourtant, il suffit qu'une personne te regarde différemment, qu'elle te donne de l'attention, qu'elle s'intéresse à toi profondément, et tout s'effondre. Une faille s'ouvre. Tu ressens un soulagement immense, une forme d'euphorie intérieure. Tu crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Tu veux fusionner, tu deviens ultra sensible à ses messages, à ses absences, à ses silences. Tu scrutes, tu analyses, tu surréagis. Ce phénomène est souvent désigné en psychologie comme une dépendance affective masquée. Elle se distingue de la dépendance anxieuse classique car elle est dissimulée sous une carapace d'autosuffisance. Mais la vérité, c'est que l'évitant craintif est en réalité profondément dépendant du regard de l'autre pour se sentir exister affectivement. C'est ce que souligne la chercheuse Carol Gilligan. Pour beaucoup, l'autonomie est une stratégie de survie, pas un état naturel. Ton besoin d'indépendance est une réponse défensive à l'imprévisibilité émotionnelle de l'enfance. Tu as appris à ne pas dépendre des autres, parce que ceux qui devaient être là ne l'étaient pas. Ou bien, ils étaient là, mais menaçants, intrusifs, invalidants. D'un point de vue neurobiologique, la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du lien, chez les personnes ayant un attachement désorganisé est irrégulière. Certaines études, comme celle de Ruth Feldman, montrent que le système oxytocinergique est désensibilisé par les traumatismes précoces. Cela rend le lien instable, addictif comme une drogue rare et précieuse. Exemple, une femme suivie pour troubles relationnels exprimait ce paradoxe. Je passe mon temps à dire que je suis bien toute seule, mais si je n'ai pas de message dans la journée, je panique. Je scrolle aux conversations, je me demande ce que j'ai fait de mal, et en même temps, je ne veux pas lui montrer que je tiens à lui. Cette ambivalence permanente entre rejet de la dépendance et besoin d'amour vital crée une souffrance silencieuse. L'évitant craintif peut aussi avoir tendance à se lier à des personnes indisponibles émotionnellement, recréant ainsi son trauma de base. Aimer sans jamais recevoir pleinement. Signe 4, tu es hypersensible au rejet, mais tu refuses la vulnérabilité. La honte et la peur d'être rejeté pour ce que nous sommes vraiment. Brené Brown dans The Gifts of Imperfection. Ce quatrième signe illustre un conflit intérieur déchirant. Tu es hyper réactif à toute forme de rejet, de critique ou d'indifférence. Une réponse froide, un message sans emoji, un délai de réponse trop long, ton cerveau interprète cela comme une menace. Tu le ressens physiquement, gorge nouée, estomac serré, rythme cardiaque qui s'accélère. Pourtant, au lieu d'exprimer ce que tu ressens, tu te tais, tu t'isoles, tu minimises. Tu dis ce n'est pas grave, mais à l'intérieur c'est le chaos. Ce paradoxe, être profondément affecté par le rejet tout en refusant de montrer sa vulnérabilité, est typique de l'attachement évitant craintif. Il vient d'un modèle d'attachement désorganisé dans lequel la vulnérabilité a été punie, ignorée ou utilisée contre toi.
D'un point de vue neurologique, ce comportement s'ancre dans une hyperactivation de l'amygdale, la structure cérébrale qui détecte les menaces sociales, couplée à une inhibition du cortex préfrontal médian, responsable de la régulation émotionnelle. Quand une situation déclenche ton insécurité affective, ton système nerveux entre en mode survie, mais comme tu n'as pas appris à exprimer tes besoins émotionnels dans un cadre sécure, tu préfères la fuite ou la dissimulation. John Bowlby parle d'attachement défensif. C'est une stratégie adaptative développée face à des figures d'attachement imprévisibles. Montrer ses émotions ne servait à rien, ou pire, entraîner du rejet ou de la honte. Alors tu as appris à tout intérioriser, tu ressens tout, mais tu ne montres rien. Cela mène à une forme de solitude émotionnelle chronique. Tu te sens seul dans tes émotions, tu es hypersensible, mais aussi hyper fermé. Tu anticipes le rejet, donc tu ne te livres jamais entièrement. Et comme tu ne te livres jamais, l'autre ne peut pas vraiment te connaître. Résultat, tu confirmes inconsciemment ta croyance de base. Personne ne peut vraiment m'aimer pour qui je suis. Exemple, un homme suivait une thérapie après une rupture brutale. Il disait « Je ne lui ai jamais dit que ça m'a blessé » quand elle ne me répondait pas. Je trouvais ça pathétique d'avoir besoin de réponses. Maintenant, je regrette. Je l'aimais, mais je n'ai jamais su comment lui montrer. Ce refus de vulnérabilité est souvent rationalisé par des discours sur la force, l'indépendance ou même la logique. Exemple, je suis pragmatique, je ne suis pas émotif. Mais ces stratégies sont des masques. Comme l'explique la psychologue Brené Brown, la vulnérabilité est le berceau de la connexion. Refuser d'être vulnérable, c'est se couper de l'intimité. Des études en psychologie sociale comme celle de Naomi Eisenberger montrent que le rejet social active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore, le rejet fait mal, littéralement. Et plus tu refuses de reconnaître ces douleurs, plus elles s'impriment profondément dans ton corps et ton identité. Ce qui complique encore les choses, c'est que l'évitant craintif a tendance à choisir des partenaires peu accessibles émotionnellement, renforçant ainsi le cycle de rejet et d'isolement. Tu ne te sens pas libre d'être toi-même, donc tu attires des personnes qui ne te voient qu'en surface. Signe 5, tu oscilles entre fusion et fuite dans les relations. Le paradoxe de l'attachement désorganisé, c'est qu'il cherche désespérément la sécurité, tout en fuyant ce qui pourrait la procurer. Mary Main. Ce signe résume à lui seul la dynamique centrale de l'attachement évitant craintif. Une alternance brutale entre rapprochement intense et prise de distance émotionnelle. Tu peux passer, parfois dans la même journée, d'un besoin presque désespéré d'être proche de l'autre à un rejet violent, froid, voire distant. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle volontaire, c'est un mécanisme de survie enraciné dans ton système nerveux. D'un point de vue neurobiologique, cette oscillation est le reflet d'un système d'attachement qui a appris à associer le lien intime à une double menace, celle d'être abandonné, celle d'être envahi. Les recherches de Mary Main sur l'attachement désorganisé ont montré que ces personnes ont souvent vécu des expériences précoces de caregiving où la figure d'attachement était à la fois source de réconfort et de peur. Résultat, le système d'attachement s'emballe et se dérègle. Dans les relations adultes, cela se manifeste par ce que les cliniciens appellent le push-pull dynamique. Tu veux te rapprocher, tu idéalises la personne, tu ressens un élan fusionnel, puis, une fois que l'autre commence à répondre à ce besoin, une alarme inconsciente se déclenche. Trop proche égale danger. Et là, tu fuis, tu deviens distant, tu critiques, tu provoques des conflits, parfois même sans raison apparente. Ce comportement est bien décrit par David Valin dans Attachment in Psychotherapy, où il explique que l'attachement désorganisé chez l'adulte se traduit souvent par un dilemme interne. Je veux être proche, mais la proximité me rappelle le danger. Résultat, une relation en montagne russe où personne ne se sent en sécurité. Ce n'est pas une contradiction logique, c'est une mémoire affective implicite. Ces réactions ne viennent pas de ta tête, elles viennent de ton corps, de ton histoire, de ta mémoire émotionnelle. C'est ton système nerveux autonome, en particulier le système sympathique et le nerf vague dorsal, qui alterne entre activation, soit la fusion, et l'effondrement, soit la fuite. Exemple, une femme m'expliquait qu'elle se sentait terriblement seule et rejetée quand son compagnon était distant. Mais dès qu'il se montrait trop disponible, elle ressentait une perte de contrôle, une panique inexplicable. Elle se mettait alors à critiquer ou à s'éloigner, puis culpabiliser, puis chercher à se rapprocher à nouveau. Ce cycle la laissait épuisée et confuse. John Bowlby parlait déjà de ce type de pattern dans ses travaux sur les Internal Working Models. Si l'enfant a appris que l'amour est imprévisible ou dangereux,
il développera une carte mentale de l'intimité qui est instable, ambivalente et anxiogène. Cette oscillation est parfois confondue avec un trouble de la personnalité borderline, mais elle s'inscrit souvent dans le continuum d'attachement désorganisé. La différence réside dans l'intensité et la régulation émotionnelle. L'évitant craintif reste souvent fonctionnel en surface, mais profondément perturbé sur le plan relationnel. Le problème, c'est que ce cycle alimente la peur initiale. En fuyant l'autre, tu crées une distance qui ravive ta peur d'abandon. Et en te rapprochant trop vite, tu actives ta peur d'être envahi. C'est un cercle vicieux qui peut durer des années. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce comportement n'est pas une preuve de faiblesse ou de folie. C'est un mécanisme d'adaptation presque archaïque. Ton corps fait de son mieux pour te protéger, mais ce qui te protégeait hier t'enferme aujourd'hui. Signe 6, tu as une peur viscérale d'être contrôlé ou enfermé. Ceux qui ont été émotionnellement envahis dans l'enfance développent souvent une hypervigilance à toute forme de dépendance qu'ils associent inconsciemment à une perte de soi. Eileen Bader dans In Quest of the Mythical Mate. Chez l'individu à l'attachement évitant craintif, la peur d'être contrôlé, dominé ou absorbé par l'autre est souvent aussi intense, sinon plus, que la peur d'être abandonné. C'est une dimension moins connue de ce style d'attachement, mais elle est cruciale. Elle repose sur un traumatisme fondamental, la perte de l'autonomie psychique. Du point de vue du développement de l'enfant, cette peur émerge souvent lorsque les figures parentales ont été intrusives, envahissantes ou trop fusionnelles. L'enfant n'a pas pu construire un moi distinct de l'adulte. Il a été utilisé pour combler les besoins émotionnels du parent, instrumentalisé, parfois même étouffé dans son individualité. Résultat, à l'âge adulte, toute forme de proximité intense est perçue comme une menace pour son intégrité personnelle. La chercheuse et thérapeute Margaret Mahler parle de la phase de séparation-individuation, une étape clé dans le développement infantile. Lorsque cette phase est perturbée, l'adulte peine à trouver un équilibre entre autonomie et attachement. Il oscille entre la crainte d'être seul et la terreur d'être absorbé. Cette peur de l'enfermement relationnel se manifeste de multiples façons. Tu peux ressentir une gêne ou une tension quand quelqu'un te demande de passer plus de temps ensemble. Tu évites les projets communs à long terme. Tu fuis les discussions qui impliquent des engagements forts, vivre ensemble, mariage, enfants. Tu trouves des raisons logiques pour repousser les décisions affectives importantes. Mais sous ces stratégies d'évitement se cache une croyance inconsciente. Si je me laisse aller à l'amour, je vais me perdre. Par exemple, un homme racontait qu'il mettait systématiquement fin à ses relations au moment précis où sa partenaire exprimait vouloir officialiser ou s'engager davantage. Il ne comprenait pas cette panique soudaine, cette sensation d'étouffement, mais on l'a aidé à remonter jusqu'à une mère hyper contrôlante qui décidait de tout à sa place. Il n'avait jamais appris à poser ses propres limites. Donc ce phénomène est associé à une suractivation de l'insula et du cortex singulaire antérieur impliqué dans la détection des menaces corporelles et sociales. La simple idée d'un lien fusionnel peut déclencher une alerte physiologique. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la respiration devient plus courte. C'est le corps qui dit non, bien avant que l'esprit ne formule un raisonnement. Stan Tatkin, dans Wired for Love, explique que l'attachement sécure repose sur la possibilité d'être distinct mais connecté. L'évitant craintif, lui, n'a jamais appris cette cohabitation. Pour se sentir libre, il croit devoir être seul. Pour être lui-même, il croit devoir se couper des autres. Ce réflexe d'autoprotection s'accompagne souvent d'une idéologie de l'indépendance absolue. Tu valorises l'autonomie à l'extrême, tu glorifies les modes de vie solitaires, tu rejettes les dépendants affectifs, mais en réalité tu portes une blessure non résolue, une peur profonde d'être submergé, contrôlé et envahi émotionnellement. Le problème, c'est que ce réflexe de fuite empêche toute relation intime durable. Tu fuis avant même que l'intimité puisse te nourrir. Tu bloques l'amour, non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'il vient trop de près de cette frontière que tu protèges de toutes tes forces. Signe 7, tu ressens un vide intérieur persistant malgré la présence des autres. Le vide affectif est souvent le symptôme d'un système d'attachement désorganisé qui n'a jamais trouvé un port d'attache intérieur stable. Lawrence Heller dans The Development Trauma Model. L'un des signes les plus profonds et les plus douloureux de l'attachement évitant craintif est cette sensation chronique de vide. Ce sentiment d'incomplétude intérieure, d'isolement existentiel, même quand tu es entouré. Tu peux être en couple, avoir des amis, réussir professionnellement, mais à l'intérieur, tu ressens comme une absence de toi-même. D'un point de vue développemental, ce vide est souvent le résultat d'une rupture précoce dans la corégulation émotionnelle entre l'enfant
et la figure d'attachement. Selon Daniel Siegel, cette absence d'un autre stable pour réfléchir ton monde intérieur empêche la construction d'un self cohérent. Tu n'as pas appris à te ressentir de l'intérieur. Tu es devenu un être fonctionnel, mais déconnecté de tes affects profonds. Dans Healing Developmental Trauma, Laurent Seller explique que ce vide est en fait une trace neurologique laissée par l'absence de présence affective soutenue pendant l'enfance. Quand personne ne t'a vu, compris, accueilli dans ta vulnérabilité, tu finis par t'absenter de toi-même. Ce n'est pas un simple problème émotionnel, c'est une dissociation chronique, un mécanisme de défense. Ce vide est souvent masqué par une hyperactivité mentale, un besoin compulsif de performance ou une recherche effrénée de stimulation extérieure. Tu vis dans ta tête, dans tes projets, dans l'action, mais tu n'habites pas ton corps. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu évites le silence, la lenteur, l'introspection, parce que c'est là que le vide remonte. Par exemple, une femme exprimait qu'elle ne comprenait pas pourquoi, après chaque réussite professionnelle, affective ou sociale, elle se sentait immédiatement vide, comme si rien n'avait de sens. On a découvert avec elle que ce vide était lié en fait à une enfance marquée par des parents physiquement présents, mais émotionnellement absents. Le vide n'est pas un état nouveau, c'est l'arrière-fond permanent de sa vie émotionnelle. Ce vide peut être relié à une hypoactivation du réseau dit par défaut, Default Mode Network, impliqué dans la conscience de soi et la régulation émotionnelle. Les personnes ayant un attachement désorganisé montrent souvent une activité erratique dans cette zone, traduisant une difficulté à maintenir une narration interne cohérente. John Bowlby lui-même parlait du sense of inner support, cette capacité à se sentir soutenu de l'intérieur, même en l'absence de l'autre. L'attachement sécure construit cette base. L'attachement évitant craintif la laisse en ruine. Résultat, tu cherches en permanence à combler ce vide par l'extérieur, parfois à travers des relations fusionnelles, parfois des addictions comportementales, travail, sport, consommation de contenu, mais rien ne dure. Car ce que tu cherches, ce n'est pas un objet, c'est une expérience affective de cohérence intérieure que tu n'as jamais apprise. Donc la guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle commence quand tu décides d'entrer en relation avec toi-même, lentement, patiemment, avec douceur. Quand tu apprends à te ressentir sans jugement, à te contenir sans te fuir, ce processus long et souvent inconfortable est la base d'un attachement plus sécure. Signe 8. Tu redoutes la vulnérabilité, même face aux personnes que tu aimes. La vulnérabilité est le berceau de l'amour, de l'appartenance, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. Pourtant, pour beaucoup, c'est aussi la chose la plus effrayante. Brené Brown dans The Power of Vulnerability. Chez les personnes à l'attachement évitant craintif, la vulnérabilité est perçue comme un danger, non pas intellectuellement, mais viscéralement. Montrer ses émotions, ses besoins, sa fragilité revient à s'exposer à une potentielle blessure ou à une prise de pouvoir de l'autre. C'est une posture de défense enracinée dans l'histoire affective de la personne. La recherche en psychologie du développement montre que les enfants élevés dans des environnements imprévisibles, où l'expression émotionnelle était soit ignorée, soit punie, soit manipulée, développent des schémas d'évitement émotionnel. L'expression de la vulnérabilité y a été associée à un coût trop élevé, rejet, honte, trahison. Résultat, l'enfant apprend à se refermer, à ne pas avoir besoin. Ce mécanisme perdure à l'âge adulte, où chaque geste de dévoilement est vécu comme un risque existentiel. Selon Patricia Crittenden, dans son modèle du Dynamic Maturational Model of Attachment, les personnes à attachement désorganisé, soit les évitants craintifs, alternent entre l'hyperactivation, style anxieux, et la désactivation, le style évitant, du système d'attachement. La vulnérabilité est soit exagérée pour obtenir une réponse, soit niée pour éviter le rejet. L'évitant craintif se retrouve coincé entre ces deux pôles. Tu dis rarement « j'ai besoin de toi » ou « je ne vais pas bien ». Tu pleures seul en secret mais tu affiches un visage imperturbable. Tu rationalises tout au lieu de ressentir. Tu as honte de tes émotions dites négatives, tristesse, peur, jalousie. La peur de la vulnérabilité active souvent l'amygdale, le centre de détection de la menace, ainsi que le cortex préfrontal, dorsolatéral, impliqué dans le contrôle cognitif. C'est comme si ton cerveau disait « stop, reste fort, ne te montre pas, protège-toi ». Tu contrôles, tu bloques, tu t'absentes. Par exemple, un homme en thérapie disait « je ne jamais avoir pleuré devant sa compagne depuis 10 ans, même après la mort de son père ». Il expliquait que ça ne sert à rien ou ça met les gens mal à l'aise. En réalité, il avait appris que pleurer était synonyme de faiblesse et de rejet. Lorsqu'il a osé se montrer en larmes pour la première fois,
il a découvert que son lien à l'autre s'approfondissait. Mais ce moment lui a demandé une immense traversée de sa peur primitive. L'enjeu ici n'est pas seulement d'apprendre à parler de ses émotions, c'est aussi de se réconcilier avec l'idée que l'on a besoin des autres. Que la vulnérabilité n'est pas un piège, mais une voie d'accès à l'amour véritable. Comme l'explique Brené Brown, la vulnérabilité est le seul chemin vers la connexion authentique. Mais pour l'évitant craintif, cela demande un travail en profondeur, déconstruire les croyances acquises. Si je me montre mes failles, on va me quitter. Et ressentir en sécurité, expérimenter petit à petit la sécurité relationnelle dans un cadre bienveillant. Signe 9. Tu souffres d'une instabilité émotionnelle marquée et imprévisible. Les personnes à l'attachement désorganisé ne manquent pas d'émotions, elles en ont trop, et leur système nerveux ne sait plus les réguler. Alan Shaw, dans Affect Regulation and the Repair of Self. L'attachement évitant craintif est parfois mal compris. On croit à tort que la personne est distante, froide, indifférente. En réalité, ce style d'attachement est marqué par une intense instabilité émotionnelle. Mais cette intensité est souvent cachée, refoulée ou exprimée de manière indirecte. C'est une tempête intérieure constante qui n'a pas de point d'ancrage. Cette instabilité s'explique par une dysrégulation du système nerveux autonome. Les personnes évitant craintifs oscillent entre hyperactivation, anxiété, panique, colère et hypoactivation, engourdissement, retrait, dissociation. Le système d'attachement étant désorganisé, il envoie des signaux contradictoires, va vers l'autre, fuit l'autre. Cela crée des montagnes russes émotionnelles qui épuisent les personnes et ses proches. Dans Affect Regulation, Alan Shaw décrit comment les traumatismes précoces, surtout lorsqu'ils surviennent dans les premières années de vie, altèrent le développement de l'hémisphère droit du cerveau, siège de la régulation affective non verbale. L'enfant n'apprend pas à apaiser ses émotions parce qu'il n'a pas été apaisé. À l'âge adulte, cela se traduit par des réactions émotionnelles disproportionnées, souvent incomprises par l'entourage. Par exemple, tu passes de l'euphorie à l'abattement sans raison apparente. Tu es ultra sensible à la moindre variation de comportement chez l'autre. Tu exploses pour des choses mineures, puis tu regrettes. Tu ressens souvent une honte ou une culpabilité envahissante après une crise. Par exemple, une patiente alternait entre phase d'idéalisation extrême de son partenaire, il est parfait, je l'aime tellement, et phase de rejet violent, il me dégoûte, je veux partir. Souvent en réaction à des signaux faibles ou ambigus, un message lu mais non répondu, un changement de ton. Ce sont des micro-déclencheurs qui réactivent des blessures d'abandon ou de trahison. La réaction est alors intense, démesurée et difficile à contenir. Cette instabilité est souvent interprétée à tort comme un trouble de la personnalité, notamment borderline, mais il est essentiel de faire la distinction. Dans le cas de l'attachement évitant craintif, ce n'est pas l'identité qui est fragmentée, mais le système d'attachement qui est dérégulé. La personne a appris à survivre dans l'incohérence émotionnelle, elle ne sait pas faire autrement. Pour stabiliser ce chaos intérieur, le travail thérapeutique consiste à restaurer la capacité de mentalisation, apprendre à identifier, nommer, accueillir ses émotions au lieu de les fuir ou de les exploser. C'est aussi, selon Deb Dana, un apprentissage du retour à la sécurité, reconnaître les états de survie et développer des ressources internes pour revenir à un état régulé. Signe 10, tu te définis à travers la relation, puis tu t'en extrais brutalement. Le paradoxe de l'attachement désorganisé, c'est que le besoin de fusion avec l'autre coexiste avec la terreur de perdre son autonomie. Mary Main. L'un des signes les plus caractéristiques de l'attachement évitant craintif est cette oscillation brutale entre fusion et retrait, entre une dépendance affective intense et un rejet soudain. Au début d'une relation, la personne va souvent idéaliser l'autre, s'y accrocher, se sentir complète grâce à lui. Elle se définit par la relation. Puis, sans prévenir, elle se coupe. Elle fuit, elle met fin brutalement au lien. Ce mécanisme est dévastateur, pour elle-même comme pour l'autre. Ce cycle correspond à ce que Mary Main appelle un état non résolu vis-à-vis de l'attachement. Il résulte d'expériences précoces où la figure d'attachement était à la fois source de réconfort et de peur. L'enfant était confronté à une double contrainte. Va vers l'autre pour être apaisé, l'autre est dangereux ou instable. Ce conflit non résolu crée, à l'âge adulte, une impossibilité de stabiliser la proximité. Dans ses travaux, Mary Main a observé que les personnes avec un attachement désorganisé présentent un discours incohérent lorsqu'elles parlent de leur expérience d'attachement. Cette incohérence, verbale et émotionnelle, se retrouve dans leur manière de vivre les relations. Elles idéalisent puis dévalorisent, elles s'ouvrent puis se ferment, elles s'abandonnent puis se reprennent violemment.
Par exemple, tu tombes amoureuse très vite, avec intensité, tu te projettes beaucoup sur l'autre, puis soudain tu te sens étouffée, tu doutes, tu veux partir, tu coupes le contact sans explication puis tu regrettes. Par exemple, une femme entamait une relation passionnelle avec un partenaire qu'elle décrivait comme l'homme de sa vie. Elle voulait vivre avec lui après quelques semaines, penser à des projets à long terme, puis, après un week-end ensemble, elle le quitte brutalement par message, disant qu'elle a besoin d'espace et qu'elle se sent envahie. En thérapie, elle comprend que le déclencheur est une peur ancienne. C'est celle d'être avalée, absorbée par l'autre, comme elle l'a été enfant par une mère intrusive et émotionnellement instable. Sur le plan neurologique, ce pattern fusion-fuite est lié à une activation alternée de circuits opposés, le système d'attachement, qui pousse à rechercher la proximité, et le système de défense, qui pousse à l'évitement, voire à l'agression. Le cerveau ne parvient pas à synchroniser ces deux systèmes car ils sont activés simultanément. C'est un état de dissonance affective chronique. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus tu fusionnes avec l'autre, plus tu perds la sensation de toi-même. Plus tu fuis, plus tu te sens seul et en manque. Le travail de guérison passe par la réintégration progressive de ton identité propre dans la relation. Il s'agit d'apprendre à rester en lien sans te dissoudre, à être toi sans te perdre. Conclusion. L'attachement évitant craintif n'est pas une fatalité. C'est une adaptation à des environnements émotionnels instables ou dangereux. Ce n'est pas toi qui es brisé. C'est ton système relationnel qui a appris à se méfier, à fuir, à se protéger. En comprenant ces 10 signes, tu commences un travail fondamental, celui de te reconnaître, de nommer tes mécanismes et surtout de te réconcilier avec ton besoin de lien. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout de t'honorer. Parce que derrière tes mécanismes, il y a une immense capacité d'amour, de présence et de transformation.